Que se passe-t-il avec le chantier du métro 3 ? Le creusement du tunnel dans le centre est en train d'exploser en coût et en durée. Est-on en train de s'entêter ? Des erreurs ou des fautes ont-elles été commises ? Est-il encore possible de faire marche arrière, de réaffecter ces budgets ? Où trouver l'argent pour finir le chantier ? On va en débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec nous, Jacques Pongé, bonjour. Vous êtes président de GUTIB, groupement d'usagers des transports publics à Bruxelles. Un autre usager des transports publics, Michel Hubert, vous êtes sociologue des transports pour l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Ces questions sont aussi politiques. Marie Nagy, vous êtes conseillère communale à la ville de Bruxelles et parlementaire bruxelloise pour le parti Défi. Vous êtes libéral néerlandophone, Open VLD. Elsam, bonjour. Vous siégez au Parlement flamand et au Conseil communal de la ville de Bruxelles. Deux représentante de la majorité, mais des partis qu'on a peut-être moins entendus que les autres. Avant de vous entendre tous les quatre, on va faire le point. L'immense chantier est donc à l'arrêt depuis un bon moment dans le quartier du Midi. Et pour débloquer la situation, la STIB propose rien de moins que de démonter le toit du palais du Midi. Manière pratique de faire entrer les grues pour travailler de l'intérieur et creuser en dessous, mais cela ne serait pas sans conséquences, comme nous le résument Myriam Ladissi et Camille de Kecker. Vu d'en haut, le palais du Midi semble indétrônable au milieu du chantier du métro qui l'entoure. Un tunnel doit être construit juste en dessous, et c'est justement là que réside tout le nœud du problème. Ce palais du Midi est un ouvrage particulier, bâti sur un terrain particulier qui est l'ancien lit de la Seine et qui est un terrain un peu meuble. Alors, on devait développer des techniques, comme on dit, de passage en sous-vol, passer en dessous. Mais le plan de base est vite abandonné. Impossible pour l'entreprise en charge des travaux de garantir une stabilité suffisante. Une autre solution est alors proposée avec des piliers plus larges et plus profonds. Coût total des travaux, 170 millions d'euros et un délai de 8 ans. Pour la STIB, pas question d'accepter ces conditions. Deux possibilités. Soit vous faites ce qu'on vous demande de faire, soit on étudie une autre option, qui est l'option de démonter la toiture du palais du Midi, de passer à travers le palais du Midi pour y mettre des grues et d'utiliser la même technique que celle qu'on a utilisée sur les 800 mètres qui vont du palais du Midi vers la gare du Midi. Des négociations qui stagnent et ce sont les commerçants qui en subissent les conséquences. Le quartier en compte près de 300. Ceux directement en face des travaux ont déménagé dans des préfabriqués. Ils sont 7 au total. Halal est l'un d'entre eux. Depuis 8h30 jusqu'à 13h46, on a fait 143 euros. 143 euros, c'est 3 fois moins que ce que gagnait ce commerçant avant le début des travaux. C'est catastrophe. Pour nous, c'est catastrophe. Depuis le début des travaux-là, vraiment, on vit un cauchemar qui n'a pas de limite. Une situation qui fait écho à celle de nombreux commerçants du quartier et qui risque de s'aggraver si les travaux se concentrent directement sur le toit du palais du Midi. Le palais du Midi, c'est à peu près 70 commerces. Donc il y a 7 qui ont déménagé et les autres, ils ne peuvent plus travailler. Si les travaux durent 8 ans, c'est 8 ans de labeur. Il n'y aura plus un chat qui va circuler dans le quartier. En plus des commerces, le palais du Midi accueille également une salle de sport. C'est donc toute une vie de quartier qui risque d'être perturbée. Les entreprises en charge des travaux ont jusqu'au 8 mars pour trouver une solution. Alors on rappelle, donc il y a la question du palais du Midi et puis on parlera, le métro il veut aussi aller vers le nord, vers Evere notamment, à la station Bordet. Jacques Pongé, vous êtes un usager, un défenseur du métro. C'est le meilleur moyen quand on veut aller d'une commune, on va dire, périphérique au centre-ville. Vous, c'est le métro que vous prenez toujours le mieux, le plus rapide ? Tout à fait. Et la plupart des gens que je connais disent « Moi, je ne vais pas habiter à Schaerbeek, je ne vais pas habiter à Uccle parce qu'il n'y a pas de métro. » Les gens préfèrent habiter là où il y a un métro. C'est la meilleure manière d'arriver directement à destination. Donc cette jonction, pour vous, elle fait sens entre le centre et le nord ? Elle est absolument indispensable. Ok, voilà, le débat est posé parce qu'on a un usager qui nous dit c'est indispensable, je connais des gens qui le veulent, et puis on a des commerçants, des habitants du centre qui disent on veut garder notre palais du Midi. Marie Nagy, Elsam, vous voyez aller expliquer à ces gens que pendant, alors d'ici 8 ans, on sait que ça peut être plus long avec des travaux, non, il n'y aura pas de commerce, il y aura des grues, il y aura des déviations. C'est tenable ça ? Tout d'abord, je pense qu'on est devant une situation très grave
le Palais du Midi, c'est un bâtiment historique qui structure tout un quartier, qui abrite des commerces, on l'a dit, qui abrite 2 écoles, Francisco Ferrer et l'Institut Funk, qui abritent la plus grande salle de sport de la ville de Bruxelles. Donc c'est un espace avec un usage public et qui marque un quartier qui est aujourd'hui fort affecté, il est vrai, mais j'imagine quand même que ça sera encore plus dramatique pour ce quartier, et il faut en tenir compte, si on... parce qu'on dit on démonte, mais en réalité, c'est un euphémisme de dire qu'on démonte. On va éventrer le Palais du Midi et on va arriver à une situation, si je comprends bien, parce que dans ce dossier, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires, mais donc on va faire du façadisme entier dans un quartier historique, dans un bâtiment historique. Et alors, on nous parle d'un certain nombre de coûts. Donc pour vous, c'est pas raisonnable, c'est no way? Moi, je voudrais simplement... D'abord, je trouve que c'est très important. Et 2, je voudrais avoir les choses claires. De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que quand on parle de 8 ans de travaux, qu'est-ce que cela signifie? Qui va payer? Qui est responsable de ce qui se passe? Parce que c'est comme si on n'imaginait pas ce qui allait se passer. Or, je pense qu'il y avait des avant-mises en garde qui ont été mises sur la table avant les débuts des travaux, et que donc il faudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les entrepreneurs, le consortium, qui n'a pas bien fait son boulot, qui n'a pas eu l'attention attirée sur ce qu'il était en train de faire? Est-ce que c'est la STIB qui n'a pas été prudente, qui n'a pas suivi, qui n'a pas bien fait les carottages et des choses comme ça? Donc il y a quand même à établir qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre et pour pouvoir continuer à réfléchir sur comment on va gérer la suite. On a mal ficelé le dossier, là. Le gouvernement précédent, quand il a validé le projet, il n'a pas posé les bonnes questions, il n'a pas regardé les devis, ils n'avaient pas... Mais ce que je trouve scandaleux, c'est qu'il y a un manque de transparence dans ce dossier. C'est scandaleux que le ministre de la Mobilité, Elke van den Brandt, déjà depuis 9 mois, n'a rien dit, à cacher le fait que les travaux sont à l'arrêt. Alors, il y a un manque de transparence vis-à-vis les habitants, les Bruxellois, mais aussi vis-à-vis les commerçants et même vis-à-vis le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Il n'était pas au courant. On rappelle que vous êtes parti dans la majorité à la région, mais vous êtes dans l'opposition à la ville. Donc oui, mais même le moindre des choses, c'est d'informer les gens. Surtout que, allez, vous aviez entendu, les commerçants, ils sont déjà dans des situations difficiles. Et si des travaux sont à l'arrêt depuis 9 mois, on a perdu 9 mois d'en parler, de trouver des solutions. Enfin, je pense que la STIP... Mais est-ce que l'erreur ne date pas d'avant? Marine Agy disait, est-ce qu'on a regardé suffisamment les études? Est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement a confié le chantier à des entreprises qui lui ont dit la vérité? Est-ce que le gouvernement a pris des décisions en regardant vraiment les informations qui lui étaient données? Et puis après, on entendra Michel Hubert, parce que j'ai aussi des questions à poser là-dessus. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, la STIP a proposé une technique dans l'étude. Ils ont demandé à différents entrepreneurs de proposer un prix. Et ils ont choisi celui qui a donné le meilleur prix. C'est toujours comme ça. Hein. Mais apparemment, la technique choisie ne correspond pas à ce qui est nécessaire dans un sol marécageux. Et ça, c'est une erreur. Maintenant, qui a fait l'erreur, bon, ça, c'est pas à nous de juger. Ça, ce sont les experts qui doivent juger. Mais que la technique n'était pas la bonne technique, ça, c'est clair et net. Michel Hubert, on a découvert tout à coup à Bruxelles qu'on était sur un sol de marécage. Ça se passe comme ça? Vous qui avez étudié ces questions à Bruxelles, mais peut-être ailleurs dans le monde, à chaque fois qu'on creuse un métro, tout à coup, on découvre qu'il y a de l'eau sous le sol? Mais non, c'est quelque chose de bien connu. En plus, le Palais du Midi se trouve, à côté du Palais du Midi, se trouve rue de la Fontaine. Donc tout le monde est censé savoir que là, on est au-dessus du lit de la Seine, ce n'est pas un scoop. Alors, c'est vrai que la décision, l'adjudication du chantier s'est fait juste avant les élections précédentes. Donc, il y a eu vraiment une accélération là qui s'est faite pour mettre un peu le futur gouvernement au pied du mur, l'engager déjà. Donc, peut-être que là, il y a eu un défaut de prudence ou de prévoyance par rapport à ce dossier, mais il y a aussi une question qui se pose, c'est la responsabilité de la STIP, qui est le maître d'ouvrage dans ce dossier, sachant que
elle disposait d'un service d'études, la DITP, qui était transféré à Bruxelles Mobilité à un moment donné, qui était vidé de sa substance, parce que d'une certaine manière, la STIP n'a pas supporté qu'elle soit dépossédée de cette compétence, et donc elle a recréé un peu d'ardard un service d'études, mais qui manque d'expérience, qui manque d'historique aussi, parce que ce terrain-là, il a déjà été sondé et creusé, le tunnel existant, il est juste à côté, donc c'est pas une nouveauté. Et donc, on peut se demander si effectivement la STIP n'a pas fait preuve d'un certain amateurisme dans ce dossier. Et il y a eu effectivement un changement de technique en cours. Jacques Congé, brièvement, puis j'ai une question pour nos deux politiques, mais Jacques Congé. C'est-à-dire qu'historiquement, les plans du métro, les plans de développement du métro avaient été faits en réalisant une grande boucle par le boulevard Poincaré, par la rue des Foulons et de ce côté-là. Et la STIP n'a pas choisi, en tout cas les dirigeants de l'époque, quand on a décidé de construire cette ligne de métro, ont opté de ne pas prendre cet itinéraire-là parce qu'il y avait trop d'expropriation à faire. Donc ils ont préféré réaliser cette espèce de S en disant il n'y a qu'à passer sous le palais du Midi, on l'a déjà fait, puis avenue de Stalingrad, puis un grand S qui revient. Donc voilà, tout ça est absurde parce que ça fait des courbes et ça ralentit la vitesse commerciale d'ailleurs. Alors je pose la question aux politiques, est-ce qu'on peut revenir à un autre tracé? On avait envisagé d'autres tracés. Est-ce qu'à un moment donné, ce serait impossible de se dire on s'est trompé, et ben voilà, repartons d'une page blanche, si je puis dire. Marie Nagy, vous n'avez pas l'air d'y croire, Jacques Congé non plus. C'est-à-dire qu'il y a 120 mètres, si je suis bien informée, qui posent une difficulté majeure et pour lesquels il semblerait qu'il y ait deux réponses possibles. Et j'utilise le conditionnel et je demande vraiment qu'on soit transparent et clair. Mais de ce qui me revient. Il y a deux possibilités. Soit on poursuit l'idée de travailler en sous-sol, et cela aura un coût plus important, et on parle alors d'environ 250 millions, et ça prendra plus longtemps, 8 ans. Et donc, à ce moment-là, voilà, on résout le problème du palais, on résout le problème du tracé, mais il y a un délai et il y a un coût. Ou alors, on fait le choix de s'attaquer à un bâtiment historique qui structure un quartier et on se dit, on l'éventre et on le vide d'abord, on l'éventre. Et à ce moment-là, on parle des 2 ans de délai, mais qui, à mon sens, sont totalement sous-estimés, et de 170 millions de coûts. Mais avant de prendre ce genre de décision, je trouve qu'il faut vraiment savoir exactement, par exemple, la reconstruction du Palais du Midi. Est-ce que c'est compris dans les 170 millions? Est-ce que ça sera à charge de la région? Est-ce que ça sera à charge de la STIP, de l'entrepreneur, de la ville de Bruxelles? Qui va se charger de ça? Donc, l'indemnisation des commerçants, la relocalisation des écoles, qui va payer? Est-ce qu'on a des pistes sérieuses pour sans creuser la dette? Je vous pose la question parce que Sven Gatz, notre ministre régional des Finances, est de votre parti. Il a des idées, lui, sur où aller trouver l'argent pour ça? En fait, on sait qu'il y aura un surcoût, tout le monde est d'accord là-dessus. En fait, le métro, sur le long terme, maintenant, on est confronté avec ce problème d'arrêt de travaux. Il faut une solution très vite, parce que le plus important pour les Bruxellois, les utilisateurs, mais aussi ceux qui habitent et les commerçants, c'est que le métro sera creusé le plus vite possible et bien sûr moins cher. Mais le métro, à long terme, c'est très intéressant parce que la STIP, par exemple, a un taux de couverture de 50% grâce au métro. Tandis que de Leyne, en Flandre, n'a un taux de couverture que de 20% parce qu'il n'y a que des bus et les bus, ça coûte beaucoup et ça ne rapporte pas. Alors si on n'avait que des métros à Bruxelles, la STIP serait même rentable. Michel Hubert, vous pensez-vous que le métro c'est la meilleure solution pour desservir le centre, ou bien vous pensez qu'on pourrait développer d'autres choses? Vous êtes assez en pointe sur ces questions. Je ne sais pas ce que vous visez par le taux de couverture. Vous passez de la part modale, vous voulez dire du non, ça veut dire que les gens payent leur ticket pour prendre un abonnement. Et tout ce qui rend des abonnements et des tickets est utilisé pour couvrir les coûts de la STIP. Maintenant, il y a des lignes de la STIP qui sont rentables, comme des lignes de métro, parce qu'on transporte 12 fois plus de personnes. Je reviens avec ma question, Michel Hubert. On voit que le métro,
c'est techniquement lourd, ce sont des délais énormément, des explosions de budget. Alors on a un usager du métro qui nous dit le métro, c'est ce qu'il y a de mieux, en tout cas c'est ce que lui nous dit. Vous êtes de cet avis ou bien vous pourriez, comme spécialiste aussi, défendre l'idée que finalement on dise bah voilà, on a vu que le métro c'était trop problématique. Changeons de stratégie. Je crois que le débat n'est pas tellement là pour le moment. Je pense que le débat, c'est faisons les choses dans l'ordre. Parce que jusqu'à présent, et d'ailleurs les responsables politiques et de la STIP se sont targués du fait qu'on rendait le métro irréversible en entamant un certain nombre de chantiers. Par exemple, l'aménagement de la station Albert, qui a créé un terminus pour le tram 51, terminus qui est presque opérationnel. C'était beaucoup trop tôt. Je veux dire, on a le métro, a fortiori maintenant, mais c'était les derniers travaux à réaliser. Bon, on les a faits, ils sont faits, ok. Mais donc maintenant, arrêtons ce petit jeu de placer des pions. On n'est pas dans une guerre, on parle de l'intérêt général. Arrêtons de placer des pions pour absolument réussir ce métro. Donc voyons maintenant, chose après chose. Résolvons ce problème du Palais du Midi. Après, on a un tunnel qui existe, qui fonctionne. Est-ce qu'on peut déjà l'améliorer, y compris avec le contournement qui est en chantier maintenant? Donc il y a une série d'améliorations qui peuvent être apportées au réseau tel qu'il existe et tel qu'il va être amélioré par les travaux qui sont en cours aujourd'hui. Et donc les grandes infrastructures, on n'est plus dans les 30 glorieuses. C'est fini ce temps-là. On a changé d'air. Donc chaque fois qu'on s'engage dans des nouveaux travaux lourds d'infrastructures, il faut vraiment se poser la question de l'opportunité parce qu'on hérite de tout un passif d'infrastructures lourdes, les tunnels routiers, la jonction Nord-Midi dont on ne parle plus pour le moment mais qui va à un moment donné poser problème aussi, etc., etc. Donc on doit déjà assurer la maintenance d'infrastructures du passé, d'infrastructures lourdes. Et donc, avant de s'engager dans de nouvelles infrastructures, step by step, pas à pas, c'est ça mais il y a la encore temps de revoir quelque chose, oui ou non, si oui, quoi. Et on a besoin d'un système qui est robuste. Donc, donc pour le moment, voilà, ce genre de chantier complexe montre qu'on n'est pas dans la robustesse, qu'on vise une plus grande efficacité à travers le gain de quelques minutes de temps de déplacement, mais avec un réseau qui se fait attendre, qui ne donne pas satisfaction dans l'immédiat. Oui, mais les libéraux ont dû se battre 15 ans pour une nouvelle ligne de métro. Et au sein de la STIP, il y a une idéologie anti-métro qui s'est installée à un certain moment. Oui, une idéologie anti-métro, et c'est la raison pour laquelle certaines expertises métro historiques ont quitté la STIP et qu'on est confronté aujourd'hui avec... et oui, il y a beaucoup de gens qui sont passés à la retraite, ils ne sont pas remplacés par des personnes qui ont l'expertise. Et on a eu cette idéologie pro-tram et que tram ou que bus ou bus articulé, encore pire, parce que les bus articulés, ça c'est une catastrophe. Vous ne voyez pas dans le sens, vous les voyez comme... Non, mais moi je trouve qu'au sein de la CIP, il faut faire aussi une enquête. Comment est-ce qu'on peut aller attirer des gens qui ont la compétence métro et que cette idéologie anti-métro, on doit arrêter avec ça. Parmi les pistes évoquées pour financer ce surcoût, parce que voilà, il est là, tout le monde dit il va y en avoir un, ce serait, je redonne les chiffres, on évoquait 1,7 milliard au départ, on est désormais à plus de 2,65 milliards d'euros de frais. L'idée est d'aller chercher l'enveloppe Belliris, enveloppe fédérale pour Bruxelles. Marine Agy, on en dit quoi chez Défi? J'ai cru comprendre que politiquement, ça pourrait être mal vu chez vous. Alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pistes, dont celle de Belliris, qui a été évoquée d'ailleurs par le ministre Sven Gatz, parce que la question du financement après 2026... Bonne idée ou mauvaise idée de Sven Gatz? Mais on va aller enlever de l'argent de Belliris qui est affecté à d'autres besoins, qui sont des besoins réels aussi, le logement, l'aménagement d'espaces publics, les parcs, des tas de choses qui sont financées par Belliris. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dans l'état des discussions institutionnelles et dans l'état des finances bruxelloises, d'aller demander plus d'argent. On va nous dire plus d'argent et
qu'est-ce qu'on va devoir payer, nous, Bruxellois, pour avoir plus d'argent. Donc, et en plus, ça va, entre nous, pas résoudre beaucoup de choses, ça donnera peut-être 50 millions par an, mais ici on parle de milliards. Donc c'est une réponse qui peut résoudre quelques éléments, mais vraiment qui n'est pas une solution. Il y a l'emprunt à la Banque européenne d'investissement. Ça, c'est effectivement, il y a déjà eu un emprunt. Ça peut être un emprunt important que la région bruxelloise pourrait prendre, mais il y a la question du taux d'endettement de la région, de la dette qui se creuse. Donc, mais c'est sans doute une piste assez favorable. L'autre question, c'est Smart Move, c'est les possibilités que les personnes rentrant dans Bruxelles puissent contribuer à la mobilité, en tout cas routière. Et ça me pourra du mal à le défendre devant le Parlement flamand, de dire qu'un élévateur doit payer au kilomètre. Chaque fois qu'il y a une proposition, il y a une difficulté. Michel Hubert, vous vouliez dire quelque chose là-dessus ? En attendant, les besoins de financement sur le sont là. financement. Oui, mais non, on constate maintenant que ce dossier contamine l'ensemble des politiques bruxelloises. On a dit pendant tout un temps, ah mais non, c'est pas un problème puisque c'est des investissements stratégiques, c'est hors budget, etc. Donc on se rend compte maintenant qu'on va devoir incorporer une partie de cette dépense dans le budget ordinaire, que les moyens nécessaires sont supérieurs parce qu'il y a le problème Palais du Midi, parce qu'il y a une augmentation de 18% en un an des coûts de la construction, etc. Et donc ce dossier est en train de miner fondamentalement les finances bruxelloises, sa capacité à faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. En quelques années, on a connu le Covid, on connaît une crise énergétique, donc il y a des besoins aussi importants. Vous imaginez que la facture va encore s'envoler plus ? Il y aura sans doute encore d'autres crises dans les années qui viennent, auxquelles on ne saura pas faire face parce qu'on n'aura plus de capacité d'emprunt. On aura déjà atteint nos limites d'endettement. Donc là, il y a vraiment... Je vais vous poser une question brièvement avant la conclusion, mais qui pense qu'on va devoir enquêter pour voir si il y a eu mal donne quelque part, que ce soit au niveau politique, Elsam Padiot au niveau de la STIB, Marie Nagy, Elsam, Jacques Pongé, non, Marie Nagy, il faudrait une enquête là-dessus, les questions parlementaires et communales sont suffisantes ? Moi, je pense qu'il faut une clarification de qu'est-ce qui s'est passé. Elsam, il faut une enquête, il faut plus de clarté là-dessus ? Oui, plus de clarté, surtout pourquoi est-ce que pendant 9 mois, personne n'a dit quelque chose ? Pourquoi est-ce qu'on est toujours contre le métro ? Il n'y a plus d'experts ou très peu d'experts, c'est un problème. Jacques Pongé, vous avez surtout envie que le dossier avance, vous ? On a surtout envie que le dossier avance. Vous savez, ça fait 45 ans qu'on attend le métro. En 1976, on a inauguré l'axe Nord-Midi en tram en pré-métro. On est aujourd'hui en 2023. Ce métro se fait attendre, on a absolument besoin de l'avoir. Alors moi, j'ai envie de dire, quand on construit quelque chose, tout le monde sait que le budget va s'emballer à un certain moment. Quand vous faites des travaux chez vous, dans votre maison, c'est pas étonnant que votre budget passe du simple au triple. Donc, à un certain moment, oui, il va falloir payer plus. Est-ce qu'il faut le prendre sur Belliris ou autre chose ? Bon, c'est pas à moi de le dire, évidemment. Mais voilà, moi, je pense vraiment qu'il faut que ce métro, maintenant, puisse enfin avancer. Il nous reste 1 minute et je vais vous demander de conclure vraiment en 15 secondes chacun, mais vous avez le temps d'un jingle. Ouais, ça passe vite parce que le sujet est important. Michel Hubert, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire avec ce dossier du métro ? C'est vraiment le mot. Il faut boucler, changer, tout revoir ? Changer de logiciel. Ça veut dire ne plus considérer qu'on est dans le logiciel d'il y a 50 ans, quand on pensait que l'avenir était ouvert, que tout était possible. Okay. Aujourd'hui, tout n'est plus possible. Donc, il faut faire des choix et procéder étape par étape. Elsam, que doit-on faire maintenant dans le dossier métro ? Avancer et creuser le métro, le réaliser le plus vite possible. Marie Nagy. On ne peut pas acheter un chat dans un sac. Je pense qu'il faut mettre les chiffres, les données, les durées de travaux sur la table. C'est indispensable. Sinon, c'est de la bonne gouvernance. Ce n'est pas des positionnements idéologiques. Il faut être dans le concret, dans ce qui est logique. Et ce qui est logique, c'est de savoir, voilà, comment on va financer, combien ça va nous coûter, qu'est-ce que nous allons faire. Jacques Pongé. Je rebondis sur ce que disait Michel Hubert. Moi, je pense qu'il y a des tas de lignes de métro qui doivent être envisagées. Par exemple, vers Grand Bigard, de la Basilique à Grand Bigard, sous la chaussée d'Ixelles. Il y a des tas d'axes qui sont absolument nécessaires à Bruxelles. Bruxelles est une des villes les plus embouteillées d'Europe. Et je pense que l'avenir de la mobilité, ce n'est pas le tout au métro ou le tout au tram, mais c'est la multimodalité. Merci à tous les quatre d'être venus échanger avec de chaque côté et chez chacun d'entre vous des arguments qu'on réentendra parce qu'on n'a certainement pas fini de parler de la mobilité à Bruxelles, mais ce sera dans un autre débat. Très belle fin de semaine. À bientôt sur BX1.